Il est 12 heures et nous essaierons tant bien que mal de mettre les pendules à l'heure en abordant un fait de société qui nous interpelle tous. Et cela ne nous empêchera pas d'étaler nos fibres artistiques parsemées de rire et de délire. Je suis sûre et certaine que vous êtes intéressés par l'aventure. Alors, c'est parti parce que c'est midi, c'est maintenant! Pour nous de nous retrouver ici, dans ce studio, pour animer l'avant-dernier numéro de cette émission que vous aimez tant. Et je voudrais qu'on puisse applaudir notre public qui s'est déplacé nombreux pour assister à cette émission. Je veux citer donc la winneuse promotion des étudiants du groupe locaux, l'ONG Soin Plus. Et on va y revenir parce que j'entends déjà la musique et je sens que ça va chauffer. Dans ses yeux, je me dois, regard plein de tendresse. Il était complexe, ce monde, voilà pourquoi le temps presse. Ses formes me parlent, son regard me caresse. Perdu face à son charme, car je n'ai pas la tête. Oh, laisse-moi m'enivrer de ton parfum. Donne-moi ta main et danse avec moi. Oh, laisse-moi m'enivrer de ton parfum. Prends-moi le bras et rentre avec moi. Ouh yeah, danse avec moi. Chose de magique dans mes yeux, il n'y a qu'elle. Toutes les lumières scintillent. Rien de loin ne brille comme elle. Tu rêves d'un monde bien, sans chichi, sans manière. Donne-moi ta main, je t'emmène-moi de tes jugés et des barrières. Garde-moi près de toi, inutile de t'en aller. On fait ce qui nous chante, alors laissons parler. Oh, laisse-moi mon livre. Bravo! Bravo! Bamba Habib, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bamba Habib, qui est donc d'origine ivoirienne, mais c'est un métis. D'après lui-même, il dit moitié noir, moitié black, parce qu'il est ivoiro-congolais à l'origine. Merci d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Le public vous applaudit. Et là, on vient d'écouter un titre dénommé « Danse avec moi ». Alors, c'est extrait de votre dernier single. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est extrait de mon dernier single. Mais qui est-ce que vous invitez à danser avec vous? Alors, j'invite une fille à danser. Donc, je l'invite à danser. Y a-t-il une fille dans ce studio qui voudrait danser avec lui? Je suis étonnée. Non, il a dit une fille. Une fille, hein? Ou bien, il y a des cheveux. C'est qu'on est trop sapé comme ça, il faut bien articuler. Pardon. I'm not your fille, I'm a garçon. Pardon. Oui, d'accord. Donc, vous invitez une fille à danser avec vous. Voilà, c'est bien ça, donc dans la joie et la bonne humeur. Donc, je l'invite avec moi à danser pour lui dire, pour lui exprimer mes sentiments, en fait. Ah, d'accord. Aïe. Alors, vous êtes à Abidjan pour la première fois, donc vous découvrez Abidjan. C'est quoi vos premières impressions? Alors, les impressions, elles sont bonnes. Déjà, quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a bien accueilli. Déjà. Ensuite, le fait de voir la famille aussi. Le fait de voir les amis, le fait de voir l'ambiance à Abidjan. Les gens sont sympathiques. Et puis, donc, il y a des bonnes choses ici à Abidjan. Donc, je suis vraiment content d'être ici. Un message à l'endroit donc, de tous ceux qui vous regardent, les téléspectateurs. Donc, un message. Donc, actuellement, j'ai un dernier bébé qui vient de naître. Il est né hier. Et
Il fait allusion à son single. Un dernier single. Ne soyez pas déçus. Un single qui s'appelle Dangerous et qui est disponible actuellement sur YouTube. Et c'est donc le cadeau de cette fin d'année. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Amima, un an à retenir. Et voilà. Et voilà, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas présenté mes chroniqueurs. Juste à ma droite, vous avez la ravissante et souriante Nessie Ndri. Alors là, quand je dis la ravissante et charmante, souriante, Nessie, elle se sent plus là. Elle fait ses yeux deviennent tout petits comme ça. Nessie, comment vas-tu? Je vais super bien. Et ça se sent, ça se voit. Beaucoup d'interrogations sur Facebook à ton sujet. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Nessie, on te remercie. Et on va aussi saluer le joli sourire de notre beauté africaine. Elle fait Méliane Kuni. Méliane Kuni. Ça va? L'avant-dernier jour? Non, ne nous dis pas que tu es triste, non. Je suis émue. Non, arrête de mettre les bâches pour faire des funérailles. Non, on est dans la joie. On pleure pour 2 raisons. Parfois, quand tu es trop contente, tu commences à pleurer. C'est ce qui m'arrive. Tu vas pleurer de joie alors. D'accord. Pendant ce temps, pendant que tu pleures de joie, on va faire l'effort de présenter notre mascotte. Là, juste derrière. Il dit c'est déjà présenté. On applaudit très fort pour Je suis juste derrière toi, je vais super bien. Oui, je te vois. Voilà, je suis très bien habillé là. Vous savez, non, pardon, laisse-nous te dire ça, s'il te plaît. Non, moi je fais pas ça. Moi je m'habille pas, puis je sors pour dire, c'est rien, c'est si bien habillé. Moi-même je suis sapé. Voilà, je suis sapé, je suis bien. Voilà, gentlemen. J'adore ta tenue. Hein. Ouais, non, super bien, super bien. Ça c'est, vous savez que quand la sape atteint son paroxysme, on devient forcément bilingue, pour ne pas dire trilingue. Sinon, oui. Quel est le rapport? Comment? Quel est le rapport? Non, mais il faut montrer l'éventualité linguistique paradoxale parce que je parle l'espagnol. Bon, mais ça parle par mañana. Après, c'est à puntero. Merci. Merci, très cher. Alors, je disais donc à l'entame de cette émission que nous aborderons un fait de société qui nous interpelle tous. Eh bien, il s'agit du travail des enfants qui fait référence donc à tout travail ou activité qui les prive de leur enfance. En effet, ce sont des activités qui portent préjudice à la santé physique et mentale des enfants et qui entravent bien sûr leur développement. Aujourd'hui, près de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde et on a plus de 150 millions qui vivent dans des conditions très dangereuses, qui travaillent aussi dans des conditions dangereuses. À 5 ans, j'ai été victime du travail des enfants et j'en ai encore les séquelles, j'en porte encore les séquelles. C'est donc le thème du jour. On va donc laisser Dr Philo le décortiquer. Voici l'opinion de notre humoriste maison. Merci. Oui, mais concernant ce thème, pardon, moi je pense qu'il va falloir faire la part des choses. Il faut faire la différence entre le travail des enfants et les enfants qui travaillent. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Vous voyez à la maison, il y a des petites filles de 5 ans, 6 ans, c'est elles qui aident maman à faire la vaisselle, puiser l'eau. Voilà, et quand c'est comme ça, l'enfant est très intelligent. Et quand c'est comme ça, on dit, bon, quand on l'a pris, c'est-à-dire quand un étranger vient à la maison, on dit, voilà ma fille. Elle travaille, elle est bien, tout le monde est content. Mais il y a des privilèges quand même. Quand c'est comme ça, elle coucher la matin, là, c'est toi qui as appris à atelier pour laver l'assiette. Tu peux chauffer ça, manger avant que ceux qui sont couchés là se réveillent. Voilà, ça c'est très important. Mais vous voyez, il ne faut pas exagérer les choses. Quand il y a trop de responsabilités sur l'enfant à la maison, ça agit un peu sur la fonction culminante de l'enfant quand il grandit. Voilà. La fonction? Oui, la fonction. Souvent quand il va faire entretien d'embauche, là, quand l'enfant est trop responsable, bon, imaginez une fille qui est grande, moins de 18 ans, tellement elle travaille à la maison, elle va pour un entretien d'embauche. Elle dit, ah monsieur, elle est au directeur de la société, je suis venu chercher travail. Monsieur dit, bon, mademoiselle, nous allons vous embaucher, mais dites-nous, avez-vous déjà occupé un poste de responsabilité dans votre vie?
Elle dit, si c'est responsabilité, il faut laisser des... Moi, quand l'argent s'est perdu à la maison, toujours on dit, c'est moi, je suis responsable. C'est moi, je suis responsable. Vous voyez comment ça agit un peu sur les gens. Mais, concernant le travail des enfants, moi, je dirais l'exploitation des enfants. C'est pas du tout bien. Vous voyez des petites filles comme ça, de rien du tout, à 6 h du matin, elle va mettre l'eau sur sa tête. Regardez dans le restaurant, des petites filles de rien du tout. Marmite que 70 personnes ont mangé dedans là, c'est elle qui a gratté ça, traîne de croûte là dedans dans le restaurant. Marmite là est tellement grande qu'elle met le bleu de rentrer dans la marmite et puis gratter croûte là, là-bas. Elle va gratter croûte là, elle va gratter croûte là, elle dit c'est bien. Ah? Et des gens, certaines personnes, et puis généralement c'est pas leurs enfants, mais voilà. Ils ont dans les plantations de café, de cacao, ils vont prendre des enfants au nord. Ils viennent à eux, ils sont dans le convoi, c'est eux les devant battus, il dit c'est moi qui ai chef de convoi. Les enfants sont dedans. Quand ils travaillent, le salaire leur revient. À jamais, 10 glacés. 10 glacés. L'enfant est là. L'eau là même, c'est percé. Même. Il n'y a même plus l'eau dans sa chaîne encore. Quand il y a de l'eau, tu lui montres. Et puis quand on va faire le compte à la maison, quand il y a manquant, on va la frapper. Mais quand il y a surprise, on la frappe. On dit que tu as volé l'argent pour venir me donner. Vous voyez ce que ça fait? Merci. Et c'est déplorable tout ça. Il va falloir bannir ces flots-là. Parce que j'en ai marre, un espagnol, on dit, Carol Beat Manana, in question place un enfant, is big up. Ah yeah! J'en ai marre. Je ne sais pas. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, si vous voulez que je traduise ce qu'il vient de dire, il dit qu'il faut absolument bannir ce fléau parce que cela n'est pas à l'avantage des enfants. On peut m'applaudir. Bien évidemment. Voilà. Alors, nous parlons aujourd'hui du travail des enfants et la question qui a fait l'objet de notre micro-trottoir est la suivante. Que pensez-vous du travail des enfants? On regarde et on écoute. Je pense que le travail des enfants, ce n'est pas une bonne chose parce qu'un enfant a droit à l'éducation et les droits de l'ONU réservent aux enfants des droits que tout le monde doit respecter. Donc, le fait d'encourager un enfant à travailler dans son bas âge, ça doit être puni par la loi et puis le gouvernement doit prendre des mesures très rudes pour interdire ou même pour empêcher les gens de faire cela. Moi, je pense personnellement que c'est un phénomène à bannir de la société parce que tout enfant a droit à l'éducation, à l'épanouissement. Bon, un enfant qui n'a pas encore l'âge de 15 ans, si on le prend pour l'envoyer dans les champs, ne travailler pas pour ses parents, mais pour un individu lambda pour qu'il ait de l'argent, c'est pas juste. Ce n'est pas bien dans notre société parce que j'ai l'impression que c'est une forme d'esclavage encore qui revient dans notre temps. Puis bon, ça ne permet pas aux enfants aussi de se développer. Voilà, des enfants qui veulent aller à l'école mais n'ont pas la possibilité. Bon, il y a des parents aussi, quand ils vont récupérer ces enfants, ils font croire aux enfants qu'ils viennent s'occuper d'eux, alors qu'ils viennent les exploiter. Voilà. Tous sont unanimes que ce n'est pas une bonne chose. Nous allons recevoir tout de suite notre témoin du jour. Son nom, c'est Monsieur Kone Seri Kouma, que je vous demande d'applaudir. Merci. Monsieur Kone, bonjour. Bonjour, madame. On est très ravis de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi. Alors, vous avez le sourire, je suppose que tout va bien. Mais ce que j'aimerais savoir, à l'âge de 5 ans, vos amis étaient occupés à jouer, vos amis étaient occupés à faire beaucoup de choses à la maison, à casser beaucoup de choses aussi dans la maison de papa. Et vous, que faisiez-vous donc dans cette plantation de coton? À l'âge de 5 ans, j'ai été récupéré par mon père et emmené dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou dans une famille qui n'avait pas de moyens, où je me suis retrouvé en train de travailler comme enfant dans les champs de coton, comme vous avez mentionné. Alors, nos journées commençaient à 6 h du matin. Votre famille d'accueil était des proches des parents ou non? Pas du Alors, tout. la famille d'accueil où j'étais était la seconde épouse de mon père, que je ne savais pas d'ailleurs au début. C'est plus tard que... Vous n'avez pas cette information. Voilà. D'accord. Alors donc, dans les champs de coton, nous travaillions avec des dabas et la journée commençait à 6 h, elle se terminait plus tard autour de 16 h, 17 h. Donc il fallait travailler tout ce temps avec des produits chimiques qu'il fallait appliquer quelquefois.
Et c'était un travail assez difficile pour un enfant de 5 ans. J'aimerais qu'on aille encore plus en profondeur, parce que vous m'avez dit que vous traversiez de nombreux kilomètres pour atteindre donc la plantation. C'était bien cela votre quotidien? Oui, nous devions travailler dans plusieurs plantations et parfois les plantations se trouvaient à 12 km, 15 km, 6 km. Il fallait le faire aller-retour. Sans chaussures, bien évidemment, et parfois vous étiez au risque d'être piqué par un serpent, un scorpion, mais il faut aussi ajouter... J'espère que ça n'est jamais arrivé. Hein. Si, quelquefois. Il faut aussi ajouter que quand le travail n'était pas bien fait, vous étiez battu. Vous étiez battu, privé de nourriture, et comme je crois que je n'avais pas à rentrer dans la marmite pour faire ces choses, mais c'était un travail assez pénible, très pénible. Oui. Et vous étiez rémunéré? Pas du tout. La famille d'accueil recevait au mieux des cas quelques centimes, mais au pire des cas, ils recevaient de la nourriture qui était distribuée à tout le monde. Mais est-ce que vous vous posiez des questions à l'époque? C'est vrai que vous étiez très jeune et vous voyez certainement vos enfants, comme je le disais, occupés à autre chose et vous en train de travailler dans cette plantation. Qu'est-ce que vous vous disiez? En fait, pendant quelques années, les premières années de 5 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était un fait normal. C'était normal. Voilà. Mais à l'âge de 8 ans, il y a eu un événement qui a du coup changé la perception que j'avais de la situation et qui a aussi changé le cours de ma vie. À l'âge de 8 ans, j'étais emmené travailler avec un jeune homme qui avait 6 ans et il était fatigué ce jour-là, donc je lui ai demandé de se reposer. Et malheureusement pour nous, le propriétaire du champ est arrivé et a commencé à nous engueuler. Donc je me suis levé et pour cet enfant de 6 ans, je me suis dressé contre ce monsieur qui n'a pas apprécié ma réaction et qui nous a copieusement battus, cet enfant et moi. Pendant près de 45 minutes. Pendant près de 45 minutes. Voilà, ça a été... pour moi, ce jour-là, je n'ai pas posé de questions sur la douleur que je ressentais, mais c'est la première fois que je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était moi qui étais dans cette situation pendant que les autres allaient tranquillement à l'école? Pourquoi je devais vivre cela? Je n'avais rien fait de mal, si ce n'est que de naître. Voilà, donc c'est la première fois que je me suis posé cette question. Je me suis promis de faire tout ce que je pouvais pour m'en sortir et de revenir plus tard pour faire quelque chose. Et à entendre votre voix, on sent que ce sont des souvenirs qui sont restés donc gravés dans votre mémoire. Oui, ça, c'est clair. Oui, non seulement dans ma mémoire, mais aussi sur mon physique. Voilà, les coups que j'ai reçus ont laissé des marques sur mon corps, mais également le fait d'être amené à travailler avec des dabas, des machettes pratiquement chaque jour. Je suis tombé malade quelques années plus tard. Une colonne vertébrale normale est de cette façon, mais la mienne est de cette façon. Donc en 2009, j'ai dû subir... Ça a carrément déformé votre colonne vertébrale. Voilà, en 2009, j'ai subi une opération qui a failli me laisser paralysé en Afrique du Sud. Et l'opération, finalement, c'est bien passé. Oui. Alors, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que je ne veux pas aller, je veux dire, dans le vif du sujet ou donner déjà toutes les informations à l'entame de notre entretien, mais il s'est certainement passé quelque chose qui va changer le cours de votre vie. Oui. Est-ce que vous demeurez dans cette famille d'accueil ou, par un coup de chance, vous les quittez et quelque chose se passe dans votre vie? Alors, je pense que pendant tout le temps où j'étais dans le nord de la Côte d'Ivoire, ma mère, qui était ici à Abidjan, se demandait là où j'étais. Elle avait besoin de moi puisque je suis son seul enfant. Et je pense qu'à un moment donné... Parce que depuis tout ce temps, elle ne vous voyait pas. Elle n'avait aucune nouvelle de vous. Oui. Et je pense que le chagrin a rendu ma mère dans un premier temps malade. Et ma famille maternelle a commencé à mener des recherches. Et juste avant qu'elle ne me retrouve, ma mère est décédée. Oh là. Donc vous n'avez même pas vu votre maman avant qu'elle ne décède? Non. Coup dur, un autre coup dur. Que j'ai vu ma mère, c'était quand j'avais l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, c'est l'un des souvenirs les plus douloureux. On va y arriver. Je sais que vous êtes un garçon fort parce que vous vous êtes battu pour réussir. Donc, vous allez, la famille de votre maman, pardon, vous accueille à partir de l'âge de 11 ans, c'est bien cela. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous alliez à l'école en ce moment? Vous aviez quel niveau? Donc, quand je reviens dans ma famille maternelle, je suis au CM1 parce que j'allais
pendant que nous travaillions, j'allais à l'école de façon sporadique. Hein. Est-ce que vous aviez de bons résultats? Pas du tout. J'avais même l'impression que j'étais pas du tout intelligent. Voilà. Et donc, quand je reviens dans ma famille maternelle, vous savez, avec le décès de ma mère, tout ce que j'ai vécu, je deviens un rebelle. C'est-à-dire que je ne supporte pas je ne supporte personne. Pour moi, tout le monde est coupable de ce qui m'est arrivé, donc je dois faire payer d'une façon ou d'une autre. Même à l'école, voilà. avec vos amis, avec les enseignants, vous êtes réfractaire à tout ce qu'on vous propose. Voilà, et jusqu'à ce que, quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans, je deviens chrétien, donc dans une église qu'on appelle l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et là, je reçois une éducation et surtout de l'espoir que tout n'est pas perdu et que je peux retrousser les manches et puis me bâtir une vie si je veux. Et vous arrivez donc à bâtir cette vie. Vous allez quelques années plus tard aux États-Unis. Par quel concours de circonstances, je veux savoir, pour ce petit garçon qui a été non seulement physiquement marqué, mentalement et psychologiquement marqué, comment est-ce que vous arrivez aux États-Unis? Alors, en fait, moi-même, quand je regarde en arrière, souvent, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis dans cette position? Mais je vais à l'école comme tout le monde et je découvre que dans un premier temps, je suis brillant. Là, vous n'êtes plus bête, du coup, comme par hasard. Voilà, et en troisième, par exemple, à l'examen du BEPC, je sors meilleur de ma promotion et je... Très bel enseignement. Voilà, et après la terminale, par un concours de circonstances, des gens que j'ai connus ici et là me permettent, principalement un de mes oncles qui m'aide financièrement, et je vais aux États-Unis où je me retrouve dans l'une des meilleures universités au monde. Bon, Philo, et ensuite... Vu que depuis, bon, ça va, maintenant vous avez traversé cette période-là, mais ça va aux États-Unis, Amérique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites quoi? C'était un passage obligé ou bien vous en voulez toujours aux commanditaires là? En fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais très malheureux, même étant aux États-Unis. Parce que j'avais oublié la promesse que je m'étais faite à l'âge de 8 ans. Et donc, je me suis tout de suite mis au travail avec certains amis. Nous avons créé une ONG pour résoudre le problème. En fait, la peine et la colère que je ressens, j'essaie de la retranscrire dans certaines actions pour lutter contre le phénomène. Donc cette ONG était une sorte d'exutoire. Voilà, c'est quelque chose qui me permet de pouvoir sortir en moi la colère que j'ai et la retransmettre à travers des actions positives. Et c'est quoi les actions que vous avez menées? Alors les actions que nous avons menées depuis 2012, nous avons construit une école de 6 classes où 300 enfants aujourd'hui reçoivent leur éducation. Et l'année qui vient de se terminer, nous avons réalisé un taux de succès de 100% dans cette école. Avec mon université aux États-Unis, nous avons mené une recherche qui fait qu'aujourd'hui, un planteur de cacao en Côte d'Ivoire peut utiliser des carbos de cacao pour faire de l'engrais. Et troisièmement, nous mettons à disposition les enfants. Voilà. Et troisièmement, nous mettons à disposition des femmes des microfinances qui les aident à créer des petites affaires. Parce que quelqu'un le dit en économie, si vous éduquez un homme, vous éduquez un individu. Mais si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation toute entière. Tout à fait. Voilà, très bien dit. Nous croyons à ce principe-là. D'accord. Méliane, quelques réactions Facebook? On a Loïs Koné, le quinqueliba, qui dit « Des gens sont cruels. C'est ce qu'ils ne peuvent pas faire à leurs enfants, qu'ils le font à ceux des autres. Mais sachant que tout se paye sur terre, Dieu nous voit tous. » Voilà. On a... On a Jérémy Quadio qui nous dit « La moindre des choses, c'est de te souhaiter bon courage, car ce n'est pas du tout facile de supporter le travail forcé étant enfant et d'emporter encore les séquelles. Surtout, je te souhaite bon courage, Yako. » Et enfin, Shigata Sissé qui dit « C'est tout d'abord une atteinte à la liberté humaine, une violation des droits des enfants. C'est pitoyable et condamnable. » D'accord, merci beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé des séquelles, là, c'est même dans le thème. On va exploiter ce mot-là, les séquelles. Vous en portez, ça y est là encore? Oui. Est-ce qu'on peut, de façon pratique, est-ce que moi je suis très curieux. Non, est-ce que je peux voir les séquelles? Malheureusement. Pourquoi? C'est situé dans... Je suis très sapé comme vous, donc si on se met à se déshabiller maintenant, ça ne va pas aller.
Bon, on a Éloi, c'est sûr, si on peut chercher une lame, puis voir un peu. Il faut qu'il s'assesse, c'est ça la fête. Ça va montrer aux gens que c'est pas bon. C'est-à-dire, voir. Alors, Philo, on le croit sur parole parce qu'il nous a confié qu'il a été opéré de la colonne vertébrale et aussi il a des marques sur le corps parce qu'il a été copieusement battu. Nous sommes désolés pour cela. Et voilà, donc les séquelles sont aussi mentales. Mais heureusement que vous réussissiez aujourd'hui tant bien que mal à vous faire valoir. Et aussi, vous avez réussi dans votre vie, vous avez réussi votre vie. C'est le plus important. Alors, il faut dire, à titre d'information, l'âge minimum légal de base auquel les enfants sont autorisés à travailler est de 15 ans dans les pays développés et de 14 ans dans les pays en voie de développement, on va le dire ainsi. Merci beaucoup. Conclusion avant de partir? Juste que ce que je veux aussi ajouter, c'est que avec tout le travail que nous avons fait ici en Côte d'Ivoire au cours de ces 2 dernières années, mon université et moi avons remporté une compétition aux États-Unis. Parmi 587 autres universités, nous sommes sortis les premiers. Bravo. Avec des projets qui ont été initiés ici en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons représenter les États-Unis en octobre à la compétition mondiale en Afrique du Sud. J'ai quelques membres de mon équipe qui ont bien On les salue au passage. Voilà, ils sont là dans ce studio qu'on ne voit pas. Voilà. Merci beaucoup. Juste vous dire merci de l'occasion. C'est nous qui vous remercions pour ce sujet très, très émouvant. Et c'est une très belle leçon que vous nous avez donnée aujourd'hui. On peut naître d'une famille défavorisée, on peut être maltraité dans son enfance et avoir la force et le courage de réussir sa vie. Merci encore pour cet acte de bravoure. Sur ce, nous partons pour la pub. On se retrouve dans quelques instants.